Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel atelier de l'enjeu société de systématique. Donc cet atelier a pour sujet les e-cohorts. Donc on a pas mal d'intervenants qui vont pouvoir débattre sur ce sujet. Pour la petite information, voilà, c'est le troisième atelier qu'on fait dans l'année, donc sur une série de 3. Les 2 premiers ont été sur des sujets différents, dont l'IA de confiance et la cybersécurité. Et donc, voilà, c'est le troisième qu'on organise cette année sur un sujet lié à la santé. Quelques détails techniques et rappels pratiques. Donc, vous avez un chat sur la droite de votre écran pour échanger entre vous et un onglet questions si vous avez des questions à poser à nos intervenants du jour. Donc, voilà, ce webinaire sera aussi enregistré. Vous aurez un replay disponible à la suite de l'événement. Donc au programme, on a 2 temps forts, une ouverture et une keynote donc par Anne-Florence et Christophe Lano, donc ça pour la partie ouverture, et la keynote réalisée par Philippe Raveau, directeur du CRESS à la PHP, et suivi d'une table ronde donc animée par Christophe, où on retrouvera Cécile Théard-Jalut, donc de Gaulle Florence, avocat notaire, Béatrice Embark, la présidente de Mobidi, Jean-Philippe Bertocchio, le CEO de Skezi, et 2 personnes de Sanofi, qui sont Ramon Hernandez, Global Head and Development Real World Evidence, et Antoine Puja, Lead and Project Management Development Real World Evidence aussi. Voilà, je vous souhaite un bon atelier et merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je laisse la parole du coup à Anne-Florence et Christophe pour l'ouverture. Bonjour à tous. Effectivement, le numérique est partout. Vous l'avez bien constaté dans notre monde, dans notre vie professionnelle et personnelle. C'est effectivement une présence importante. Nous sommes toujours tous connectés. Nous récupérons aussi beaucoup d'informations par ces objets connectés. Nos outils numériques nous permettent de pouvoir rester en contact avec pas mal de monde, de pouvoir récupérer des informations. C'est aussi une façon d'être tous ensemble. Tout ça nous montre que le numérique et la notion de cohorte, qui est la notion d'un ensemble de personnes, avec une étude, avec un suivi longitudinal, est bien adapté pour suivre ces populations, pour que ces outils puissent être mis à disposition de ces cohortes afin de pouvoir collecter, que ce soit des informations concernant la santé, que ce soit des informations concernant la vie réelle. C'est une façon de pouvoir aussi permettre de suivre plus précisément ces ensembles de personnes. Donc, cette session est dédiée aux e-cohorts, que ce soit des personnes saines ou des malades. Anne-Florence peut-être préciser la position des e-cohorts dans la partie hospitalière. Oui, donc effectivement, comme l'a dit Christophe, les cohorts, déjà, au niveau épidémiologique, sont des outils très utilisés en recherche clinique, dont la fiabilité repose sur une méthodologie donc rigoureuse, et où il faut éviter tout biais, toute erreur de collecte et toute erreur d'interprétation des résultats. Donc, les objectifs et la durée d'observation dépendent en fait de l'objectif et diffèrent selon les cas. On distingue les cohortes de malades et les cohortes de population générale. Ça va de milliers de cas jusqu'à des dizaines de milliers de cas dans les cohortes de malades, jusqu'à des centaines de milliers de cas en population générale. Donc, c'est des outils intéressants, mais qui sont assez lourds et coûteux à mettre en place. Et donc, les outils numériques apportent vraiment un gain en temps, en souplesse. Donc, le professeur Raveau va vous décrire tout ce que le numérique peut apporter pour ces outils-là, car depuis 2015, donc en particulier à la PHP, le professeur Raveau et le docteur Viad-Titran ont développé donc, ces e-cohorts dans l'outil Compare, et développé toute une communauté de patients dans les maladies chroniques. Et vous allez voir que ces outils numériques peuvent vraiment apporter énormément en termes de nouvelles données, de nouvelles méthodologies et de facilité de mise en œuvre et
de facilité de développement et de ces outils-là, ce qui a mené même la PHP à créer une start-up, la start-up Skeezy, qui sera présente dans la table ronde. Donc, je laisse Philippe Raveau donc, présenter déjà ces cohortes numériques et en particulier l'exemple de Compare qui a été développé à la PHP. Donc, Philippe, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation et je suis ravi de parler effectivement de cohortes numériques. On peut passer directement à la diapo suivante ou encore une diapo plus loin. Donc je vais vous parler principalement effectivement de quelques généralités sur les e-cohortes et puis de notre expérience pour Compare. Donc en fait, l'histoire de Compare, ça commence pour les 20 ans du PHRC où on me demande de plancher sur le futur de la recherche clinique et où j'explique que ce qui serait probablement judicieux, c'est de penser différemment le recueil des données, inspiré à l'époque par plusieurs outils différents. Par exemple, il y avait Patient Like Me qui existait déjà, où il y avait un site qui s'appelait Army of Women, qui est un site sur le cancer du sein, pour accélérer la recherche sur le cancer du sein. Enfin voilà. Et puis j'avais au sein de mon centre de recherche un exemple en or, puisque j'avais au centre de mon centre de recherche la cohorte Nutrinet, qui est une cohorte sur le lien entre alimentation et santé. En reprenant un peu tous ces exemples, c'est ça qui m'a conduit à proposer une nouvelle e-cohorte qui était Compare. Donc en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il y a bien sûr des limites de la recherche clinique actuelle. On dit souvent qu'elle est trop lente, souvent on dit qu'il faut 10 ans de l'idée à la publication, trop coûteuse, trop cloisonnée, avec à la fois des silos par maladie, mais aussi des silos par type de recherche. Le grand silo, c'est essai randomisé versus études observationnelles, par exemple. Trop morcelé, avec des tailles d'études insuffisantes, parfois redondantes, souvent peu efficientes, pas assez agiles, souvent faites sans lien avec les autres recherches existantes, fréquemment redondantes, impliquant trop rarement en France les malades dans les processus de décision et de gouvernance, entraînant parfois un fardeau trop important pour les malades et trop éloigné de la vie réelle. Récemment, il y a eu des évolutions majeures importantes dans le domaine de la recherche clinique. D'abord, des évolutions en termes de sources de données. Autrefois, on générait des données dans un but unique et précis. On distinguait les données en fonction de l'objectif poursuivi. On disait, voilà, il y a des données générées pour le soin, des données générées pour la recherche. Ce ne sont pas les mêmes données. Et maintenant, très clairement, les données générées pour un autre objectif, qu'il s'agisse de données médico-administratives, qu'il s'agisse de données collectées en routine, en particulier dans le cadre du soin, eh bien, toutes ces données sont de plus en plus utilisées dans la recherche. Et en fait, de mon point de vue, les vrais géants de la donnée aujourd'hui sont les hôpitaux. L'autre chose qui a un peu changé, c'est l'intérêt porté à certaines données. Il y a en fait un intérêt croissant pour les Patient Reported Outcomes, donc les données rapportées par les patients, et les Patient Reported Experience Measurement, avec vraiment une vague très importante depuis une dizaine d'années pour dire que ces données sont au moins aussi importantes, voire beaucoup plus importantes que beaucoup d'autres données qui sont rapportées par les médecins. La diapo suivante. Hop. Et alors, dans ce contexte, l'e-épidémiologie, c'est une solution intéressante. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça réduit le coût des enquêtes par rapport à des méthodes classiques. Et surtout, dans ce cadre, le coût incrémental d'un patient supplémentaire est faible. Que vous fassiez une cohorte de 10 000 personnes ou une cohorte de 50 000 ou de 200 000 personnes, bien sûr, le coût augmente, mais le coût n'est pas multiplié par 20 si vous passez de 10 000 à 200 000. Donc souvent, on dit que c'est d'un coût à peu près inférieur d'un facteur 10 par rapport aux études classiques. Il y a un accès facilité à des échantillons importants et variés, et en particulier dans Nutrinet, ça a été bien montré, ces échantillons ne sont pas moins représentatifs que les populations des cohortes classiques. Ce sont aussi des échantillons qui ne sont pas représentatifs, mais il est naïf d'imaginer que les échantillons des cohortes sont parfaitement représentatifs, y compris lorsque c'est des cohortes en population générale, par exemple comme Constance, qui est aussi une des cohortes de mon centre. Il y a une adaptabilité des outils de recueil des données avec ces solutions d'e-épidémiologie, et ça permet de modifier les questions de recherche au cours du temps beaucoup plus facilement. Enfin, ça simplifie le recrutement et les processus de traitement des données. Donc, Compare, c'est
un modèle de recherche participative avec à la fois une large e-cohorte de malades chroniques volontaires acceptant de donner du temps pour la recherche, mais c'est aussi une communauté de malades qui désirent accélérer la recherche sur la maladie qu'ils ont, au-delà de la simple réponse à des questionnaires, puisque c'est des gens qui vont éventuellement, s'ils le désirent, participer à toutes les étapes de la recherche, proposer des idées de recherche, participer au comité de gouvernance et au comité scientifique. Et enfin, c'est une plateforme de recherche, parce que toute cohorte est en fait une infrastructure de recherche, une plateforme de recherche permettant de répondre à de multiples questions scientifiques sur les maladies chroniques en général, sur chaque maladie chronique en particulier, par exemple le diabète, l'hypertension artérielle, etc., et sur la multimorbidité, qui est le fait d'avoir plusieurs maladies chroniques. Donc, dans Compare, les malades sont recrutés par des mécanismes divers. D'abord, il y a beaucoup d'associations de patients, plus de 50 à ce jour, qui nous soutiennent. Et puis, il y a de la communication qui est faite, parfois dans les médias grand public, parfois sur des réseaux sociaux. Et enfin, tous les malades qui prennent des rendez-vous en ligne à l'assistance publique via Doctolib et qui cochent une case disant qu'ils sont intéressés par les recherches effectuées à l'assistance publique se voient proposer de participer à Compare. Donc, le recrutement est fait sans intervention des médecins. Donc, on a des consentements dynamiques en ligne et les gens consentent à participer à la cohorte, à ce qu'on lit leurs données avec d'autres données, etc., etc. Donc, on a à peu près 50 000 participants en octobre 2022 et on a des données rapportées par les patients, des questionnaires en ligne très larges et plus de 10 millions de données déjà connectées. L'idée, c'est d'enrichir ces données par d'autres sources de données, avec d'une part un appariement aux données du SNDS, donc les données de l'assurance maladie et des actes hospitaliers, et puis éventuellement aussi pour les malades qui sont suivis à l'assistance publique, mais qui ne sont pas l'ensemble des malades de la cohorte, de faire un lien avec les données des entrepôts de données de l'assistance publique. Et enfin, l'idée, c'est aussi d'enrichir par d'autres sources de données, selon le financement, et souvent pour des sous-populations de cette cohorte. Par exemple, avec des capteurs numériques, on est en train de discuter avec certains industriels pour que 1000, 2000 malades de la cohorte soient équipés de capteurs, ou bien des données biologiques, par exemple des données sur le microbiote. Et l'ensemble de ça, ça fait une base de données qui peut être partagée avec les chercheurs qui sont intéressés par les maladies chroniques. Donc, notre ambition, c'est vraiment de développer un nouveau modèle de recherche. Et en fait, là, on passe d'une myriade d'études indépendantes de taille modeste, nécessitant un financement et recueillant des données spécifiques qui ne sont utilisées qu'une fois, à un modèle de recherche collaborative où des informations de sources multiples provenant du patient, collectées en routine pour les soins, seront combinées, organisées, partagées pour répondre à de multiples questions de recherche différentes et utilisées par de multiples chercheurs. Donc, Compare, c'est vraiment pour nous une plateforme d'accélération de la recherche sur les maladies chroniques, avec aussi bien des recherches effectuées au sein de Compare. Au sein de Compare, on peut faire des recherches observationnelles, voire interventionnelles. On fait ce qu'on appelle des trials within cohorts. Donc, pour un certain nombre de sujets, on a fait ça, par exemple, pour des questions qu'on se posait sur les vaccins et des questions sur la volonté ou pas des gens de se faire vacciner. Donc, on a fait un essai randomisé comme ça au sein de Compare. On est très intéressé par des sujets un peu particuliers, comme l'étude du personnome, défini comme l'ensemble des éléments de vie d'un individu, facteurs psychologiques, sociaux, etc., comportementaux, économiques, qui influencent la survenue des maladies, leur phénotype, la réponse au traitement. On essaie aussi de développer des nouveaux concepts. Par exemple, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la minimally disruptive medicine, et éventuellement, on peut développer des algorithmes, en particulier dans le domaine de la prédiction, pour un certain nombre de sujets. Ça sert également à accélérer des recherches effectuées en dehors de Compare, qu'il s'agisse de recherches cliniques, fondamentales ou bien en sciences humaines et sociales, en participant aux malades de Compare, de participer à des études faites en dehors de Compare sur des sujets donnés. Par exemple, des chercheurs cherchent des malades atteints d'une maladie XYZ pour leur faire des prélèvements dans un cadre d'une étude de recherche, eh bien, on peut faire un appel aux malades de Compare pour obtenir ces prélèvements. Compare en termes de recherche, si je devais résumer, c'est à la fois particulier en termes de modalités de recherche, c'est une recherche relativement frugale ou low cost, c'est une recherche participative, puisque ça inclut les patients à tous les stades, c'est une recherche clinique pensée comme une infrastructure, vraiment des données partagées, réutilisées.
Des thématiques d'intérêt qui tournent, comme je vous l'ai dit, autour des PRO, de la multimorbidité, des personomes, et puis de manière un peu plus générale sur la perception des patients, sur l'avenir des modalités de prise en charge des malades chroniques. Donc, transformation digitale des soins, évolution des soins dans l'ère post-Covid et minimalisme, disruptive médecine. Deux exemples de travaux qui ont été faits au sein de Compare. Un premier travail, c'est sur ce qu'on appelle le crowd-braining. On cherche à identifier les idées des patients pour améliorer la prise en charge des maladies chroniques. Donc, la première étape, c'était une analyse collaborative incluant plus de 1600 patients. Alors, demandant de répondre à une question très, très simple. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous dans votre prise en charge? Ils nous ont donné 3600 idées groupées en 150 propositions pour améliorer les consultations, l'hôpital, le système de santé. Et on a impliqué les malades dans l'analyse de toutes ces données. Et puis, la deuxième étape, on a 3000 malades différents des 1600 premiers qui ont classé par ordre d'importance les idées proposées en utilisant une méthode originale de collecte des données inspirée du QSORT, qui est une méthode de classement finalement de l'importance des différentes idées. Et puis, enfin, 150 experts, des soignants, des directeurs d'hôpitaux, des décideurs politiques ont évalué la complexité à mettre en place ces idées. Donc, ça a donné un certain nombre de papiers. Et ben voilà, on a alors, je ne sais pas si on voit bien là, mais voilà, des idées rapportées par les patients. Ici, vous en avez une qui est très, je dirais, de bon sens. Partir en vacances plus d'un mois peut parfois être compliqué. Toutes les pharmacies refuseront de donner une avance. Vouloir avoir ne serait-ce qu'une petite réserve est perçu de manière très péjorative. Or, c'est le fondement de toute indépendance. Vous avez l'eau courante chez vous, pas un livreur qui vous ramène pile poil 1,5 litre par jour sans prendre en compte le fait qu'il fasse chaud ou froid. Donc, voilà, donc des choses comme ça qui étaient rapportées par les patients. Et nous, on classe toutes ces idées et on voit quelles sont les idées qui sont rapportées le plus fréquemment par les patients. Et bien sûr, on nous a demandé toutes ces données pour la réflexion Ma Santé 2022, un engagement collectif, etc. etc. Et donc, on a été ravis de donner ces données pour ça. Deuxième exemple, pour montrer la souplesse, l'agilité qu'on peut avoir avec ce type de cohorte, un travail sur le Covid long. Le 8 octobre 2020, il y a une publication d'un éditorial dans Nature sur la nécessité de faire des recherches sur le Covid long et d'impliquer les patients dans ces recherches. Le 9 octobre, nous, on écrit un synopsis de protocole scientifique. Et le 14 octobre, on recrute le premier participant à une étude sur cela. Le 29 octobre, on avait 500 patients inclus qui ont décrit leur maladie en texte libre à l'aide de 120 000 mots. Et puis, le 4 janvier, il y a eu un appel à participation sur Tous Anti-Covid pour cette étude. Et le 15 février, on avait 1300 patients inclus. Et le 1er mars, un article soumis avec une première tentative de classification des symptômes dans le Covid long. Voilà. Donc c'est en fait beaucoup plus rapide de réaliser des travaux quand on a une cohorte comme ça. Notre objet de cohorte, c'est les maladies chroniques. Donc, toute recherche sur les maladies chroniques peut être faite sans nouveau consentement. Et puis, c'est un projet 100% public. Donc, vous voyez ici le nombre de travaux et de publications qui augmentent au cours du temps. Donc, il y a déjà eu 80 projets de recherche depuis 2017. Il y a 150 chercheurs impliqués qui viennent de différents organismes et différents hôpitaux, et 20 publications scientifiques depuis 2017, donc y compris dans d'assez bonnes revues. 53 associations partenaires à ce jour. Donc en résumé, pour moi, l'intérêt des e-cohorts, c'est 1, ça réduit le coût incrémental par patient, 2, c'est beaucoup plus souple, ça simplifie l'ajout de nouveaux questionnaires sans délai, ça simplifie les modifications de questionnaires, ça simplifie les adaptations de questionnaires aux besoins des malades, ça facilite l'utilisation de consentements dynamiques, y compris des consentements additionnels ou des retraits de consentement, ça facilite le recrutement à distance des centres de recherche, c'est-à-dire qu'on peut recruter des malades qui sont en Bretagne ou dans les Midi-Pyrénées, ou n'importe où en France, ça augmente la diversité. Et la littératie numérique, ça ne dépend pas uniquement du niveau socio-économique, donc ça donne des malades qui sont parfois assez différents des malades des cohortes. Ça libère l'expression des malades pour toutes les maladies ou symptômes où il y a une stigmatisation sociale, par exemple addiction, sexualité, maladie peu reconnue, et ça limite les biais de désirabilité sociale.
Donc, pour nous, ça peut servir pour développer des outils de recherche participatifs et collaboratifs permettant de répondre à des questions multiples. En fait, une e-cohorte, comme toute cohorte, est une infrastructure de recherche. Ça augmente la valeur des entrepôts de données hospitaliers et des registres maladies si on rajoute des PRO qui complètent ces données. La valeur des données, c'est d'être le plus large possible. Et très souvent, dans les entrepôts de données hospitaliers, il n'y a pas de PRO ou quasiment pas de PRO. Ça permet la réalisation d'études de real-world evidence dans des domaines où les critères de jugement importants sont des PRO. Et il y a beaucoup de domaines aujourd'hui, qu'il s'agisse des domaines de rhumatologie, de neurologie, etc., où les critères de jugement principaux sont des critères de type PRO. Ça permet de réaliser des decentralized cohorts qui ont les mêmes avantages que les decentralized trials qui sont très à la mode. Ça facilite le recrutement, ça augmente la diversité, ça réduit le fardeau de la recherche, ça augmente le degré de rétention dans les cohortes. Et ça permet aussi de réaliser des cohortes hybrides en rajoutant des recueils de PRO et des visites à distance à une cohorte plus classique, je dirais, avec des visites sur site. En fait, on avait pour Compare et la plateforme qui hébergeait, la plateforme informatique qu'on avait construite pour héberger Compare qui s'appelle Repeat, eh bien, on avait une multiple demande d'accès à cet outil informatique pour créer une nouvelle e-cohorte dans des domaines qui n'étaient pas celui des maladies chroniques ou dans d'autres tranches d'âge, chez les enfants, etc., pour recueillir des PRO ou des PREMS dans des situations diverses, pour des sujets de recherche, pour la qualité des soins, pour l'enrichissement d'autres sources de données, seul ou en association avec d'autres systèmes classiques de recueil des données médicales. Donc, on avait aussi le besoin de faire évoluer cette plateforme, de la transformer en un outil utilisé par d'un outil qui était utilisé par un nombre très limité d'utilisateurs très impliqués, un outil beaucoup plus facile à gérer. Et donc, il y a eu une décision de créer une spin-off APHP et Université de Paris. Et cette spin-off, c'est Skesi que Jean-Philippe Bertocchio vous présentera ensuite. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. On a quelques questions dans le chat. Déjà, une première question un peu pratique. Est-ce que, du coup, la présentation est diffusable? On me demande si c'est possible de recevoir la présentation après coup. Pas de problème. Super. On a une question du coup de Christophe qui nous demande est-ce qu'une e-cohorte est-elle plus stable? Est-ce qu'il y a moins d'arrêts de suivi qu'une cohorte classique? C'est très difficile de répondre à ça en fait parce que ce n'est pas forcément exactement les mêmes malades qui seraient recrutés dans une cohorte et dans une e-cohorte. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait du tout d'informations sur le fait qu'il y a plus de malades qui s'arrêtent au cours d'une e-cohorte. En plus, la définition de s'arrêter pour une e-cohorte est plus complexe parce que parfois les malades vont disparaître pendant un an puis revenir, etc., etc. Donc voilà. Donc c'est voilà. Je pense qu'en tout cas, ça dépend beaucoup aussi des e-cohortes et de l'intensité qui est mise à essayer de garder les malades dans la cohorte. Ok, merci. On a une question aussi de Elsa qui nous demande combien de personnes travaillent au quotidien pour faire tourner Compare, tout ce qui est communication, interaction avec les participants, IT, coordinateur, etc. Bon, honnêtement, nous, on est des pauvres, hein, donc on a 4 ou 5 personnes qui travaillent côté je dirais, sur Compare, indépendamment de la partie informatique. Et on a, je dirais, 1 à 2 personnes sur la partie informatique. Ok. On a une question aussi de Paul-Henri qui nous demande sur la définition d'une e-cohorte. Est-ce que c'est ce recrutement qui est électronique ou est-ce que c'est parce que toutes les interactions entre les patients et les chercheurs ne se fait que de façon électronique? Alors, comme j'ai dit, on peut avoir vraiment des e-cohortes pures ou des e-cohortes, ou des cohortes hybrides où on mixte le présentiel et les choses à distance. Nous, dans Compare, vraiment tout est fait à distance, quoi. C'est-à-dire que le premier contact avec le malade est à distance, le consentement est à distance, on n'a aucune visite d'inclusion ou quoi que ce soit, et toutes les données récupérées sont récupérées à distance. D'accord. Et une dernière question de Christian qui... non, il y en a 2 du coup. Je vais poser les 2 d'un coup. Il nous dit que les avantages des e-cohortes semblent évidents, mais quelles sont les difficultés, effets secondaires et obstacles?
Et on me demande aussi comment vous gérez la participation systématique des patients dans les essais. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la deuxième partie de la question, mais pour la première partie, oui, il y a bien sûr des difficultés, etc. etc. La principale difficulté, c'est toujours la même, hein, c'est le financement, quoi. C'est-à-dire que même si ça coûte beaucoup moins cher qu'une cohorte classique, ça coûte quand même de l'argent. Par exemple, on a investi sur la plateforme informatique environ 800 000 € initialement. Et ce qui est dur, finalement, c'est financement par projet versus financement d'infrastructure. Les gens ont du mal à comprendre que s'ils vont utiliser, par exemple, une plateforme comme Compare pour répondre à des questions de recherche, bien, ça serait bien qu'ils participent au financement, même si c'est de manière modeste, quoi. Donc, il y a un énorme problème de modèle économique dans ce type d'outil. Ça, c'est la première chose. En tout cas, quand il est dans un cadre académique. Et pour la deuxième chose, sur les essais au sein des cohortes, en fait, pour ces essais au sein des cohortes, alors je ne suis pas sûr de bien répondre à la question parce que je n'ai pas bien compris la question, mais on redemande bien sûr un consentement pour rentrer dans un essai. Et finalement, c'est un cadre un peu plus général. Maintenant, on appelle ça Master Observational Protocol, Trial, où souvent on a des cohortes de malades et au sein de ces cohortes, on va faire des essais. C'est par exemple ce qui se fait de plus en plus en médecine de précision, etc. etc. Voilà. Ok, il nous donnait aussi une explication par rapport à sa question. Il nous disait que la qualité des données sur des essais dans la durée dépend de la régularité de la contribution. Comment cela marche pratiquement? Alors, je pourrais répondre oui ou non, oui et non, parce qu'on peut aussi imaginer d'être dans un cadre complètement différent où le suivi des malades ne soit pas fait grâce à la cohorte, mais qu'il soit fait par le lien avec des données du SNDS, par exemple. Donc, si vous êtes dans certains domaines, finalement, avec le SNDS, vous n'avez plus aucun perdu de vue, puisque vous avez, une fois que vous avez obtenu un lien entre les données de votre cohorte et les données du SNDS, eh bien, à long terme, vous allez récupérer les données de ces malades. Voilà. Alors, si bien sûr vos critères de jugement sont à beaucoup plus court terme, etc., et sont des PRO, il est clair qu'il faut absolument que les malades participent, etc. C'est clair. Mais il y a de l'attrition dans les e-cohortes comme il y a de l'attrition dans toutes les cohortes. Voilà. Ce qu'on peut dire, enfin, moi je pense aussi, j'aime bien faire le parallèle avec les decentralized trials qui sont en train de beaucoup se développer. Nous, on a beaucoup travaillé sur le fardeau du traitement, le fardeau de la recherche pour les malades. Un des avantages, c'est que le fardeau de la recherche dans les e-cohortes, il est quand même relativement faible par rapport au fardeau de la recherche dans un cadre plus classique, et en particulier dans un cadre d'essai clinique. Parfait. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Et du coup, je vous propose d'enchaîner, de laisser la parole à la table ronde qui va se dérouler sous l'animation de Christophe. Merci à tous. Donc, effectivement, on a bien compris que les e-cohortes permettaient d'avoir une recherche collaborative impliquant le patient comme acteur aussi, que c'était quelque chose qui était beaucoup plus agile qu'une cohorte classique, qui peut être décentralisée, qui peut être avec des modes hybrides. C'est aussi une désirabilité sociale d'une participation des patients dans leur approche et une volonté aussi des associations de patients, mais aussi de la société, d'être acteur dans sa santé. Donc, on va ouvrir le débat avec les différentes personnes. Comme l'a dit Alexandre, nous avons Cécile Terjalu qui est donc associée associée auprès de De Gaulle France Avocats et Notaires. Donc, Cécile est aussi Vice-Chair of Healthcare and Life Science Law Committee. Ramon Hernandez Vecino qui est Global Head of Development Real World Evidence chez Sanofi.
Son collègue aussi, Antoine Pugia, qui est Lead Project Management Development Real World Evidence aussi, et Jean-Philippe Bertoccio, qui est le CEO de Skezi, qui, vous avez vu, est la plateforme informatique qui sous-tend, d'un point de vue infrastructure, Compare. Et non des moindres, hein, une représentante des associations de patients, Béatrice Embark, qui est donc la présidente fondatrice de Info Rhin Santé, mais aussi la CEO de Mobility. Donc, pour commencer, essayons d'avoir une vision de l'intérêt pour la pharma. Ramon, Antoine, quels seront, d'un point de vue technologique, pour vous, l'intérêt des e-cohorts et quels outils vous mettez en place? Oui, merci. Alors, l'industrie pharma, il faut comprendre qu'a fait une accélération très forte dans ces 5 dernières années sur l'utilisation des real-world data et que l'utilisation s'est complètement généralisée tout au long de la chaîne de valeur depuis la recherche jusqu'à la mise sur le marché des nouveaux médicaments, ainsi que sur la partie commerciale pour développer des plans commerciaux plus précis. Donc le real world data, je voulais revenir d'abord sur la définition de ce qu'on appelle donc le real world data, qui a déjà été évoqué par le professeur Ravo précédemment. Mais le real world data, principalement aujourd'hui, on accède à des données de 2 types, des données commercialisées et des données non commercialisées. La principale source de données commercialisées qu'on a est des données qui viennent d'hôpitaux, donc c'est des données d'assurance maladie ou des données hospitalières qu'on arrive à licencier, quand je parle donc d'acheter des licences pour pouvoir accéder à ces données-là. Mais ça peut être aussi des données non commerciales, comme des données de registre de patients, mais aussi d'accéder à des nouvelles sources de données qui sont des données de type contextuel ou des données comportementales. Alors, on évoquait tout à l'heure les PRO. On est en capacité aujourd'hui aussi de récupérer des informations directement auprès des patients, mais pas uniquement. On évoquait aussi de personnes en bonne santé ou des professionnels de santé. Ce sont des données qu'on est aujourd'hui capable de récupérer et d'intégrer dans nos modèles. Donc, l'industrie pharma, précédemment, utilisait ces données pour des besoins économiques, pour faire de l'estimation de coûts de santé publique sur des nouveaux produits qu'on est amené à lancer sur le marché. Donc ça passait par des études épidémiologiques sur la progression de maladies. On utilisait aussi beaucoup les real-world data pour générer ce qu'on appelle donc des evidence, donc qu'on dérive en fait au travers des données qu'on collecte pour des besoins médicaux, pour répondre à des questions non répondues dans le domaine médical. Et faire aussi un monitoring de la safety des produits. Aujourd'hui, on a un vrai focus en fait sur 2 domaines principaux que sont la R&D et 2 sur la partie commerciale. La partie R&D que je connais mieux donc aujourd'hui et notamment dans le développement des études cliniques, on utilise de manière quasi systématique aujourd'hui donc ces données de real world pour arriver à trouver de nouvelles indications sur les produits ou les molécules qui sont en cours de développement. Donc, on informe, et c'est l'objectif en fait de notre équipe dans le développement clinique, c'est d'arriver avec des nouvelles options qui sont analysées au travers des données real world pour proposer des nouvelles indications sur les molécules qui sont dans le portefeuille de Sanofi. On arrive aussi à identifier quelles sont les meilleures populations avec des critères d'inclusion et d'exclusion plus précis qui rentrent dans les protocoles de nos études cliniques. On travaille aussi beaucoup sur la détection de ce qu'on appelle des endpoints, qui sont des points qui permettent de mesurer en fait quelle est l'efficacité du produit. Donc, on travaille beaucoup avec les régulateurs pour essayer d'influencer sur l'utilisation de ces endpoints pour qu'on puisse avoir des mesures plus précises sur l'efficacité des produits. Et puis, ça a été évoqué un peu tout à l'heure, on arrive aujourd'hui, au travers de ces données, à développer au travers de cohortes ce qu'on appelle des external control arms, qui sont donc des armes de contrôle sur les études cliniques, qui permettent de mesurer et de comparer en fait l'efficacité d'un produit, soit avec une cohorte placebo, soit avec une cohorte qui utilise le standard, ce qu'on appelle le standard of care, qui permet donc, avec le produit qui est testé dans l'étude, de mesurer son efficacité. Donc, par rapport à la question sur qu'est-ce qu'on met en place, donc il y a eu des investissements très forts qui ont été faits, donc à la fois pour avoir une stratégie qui soit assez comme le real world intègre des problématiques qui viennent de la recherche jusqu'à la commercialisation. Donc, il y a des besoins stratégiques de positionnement
quelles sont les données qu'on va vouloir récupérer. Donc, on a aussi investi massivement sur des plateformes techniques pour pouvoir intégrer ces données avec des équipes qui font ce qu'on appelle du data engineering, qui permettent de préparer ces données et de construire les cohortes qu'on va pouvoir analyser, soit de manière longitudinale, soit de manière cross-sectionnelle sur des études précises. Travailler sur développer des partenariats avec des sociétés qui ont des compétences très spécifiques dans le domaine notamment du machine learning pour qu'on puisse faire des modèles de prévision qui soient les plus précis possibles, et puis de développer en fait les équipes sur des compétences du real world qui amènent à changer les comportements ou les manières dont on travaille dans le développement des études cliniques. Voilà en quelques mots. Effectivement, on a bien compris que l'intérêt de la Big Pharma sur ce type d'outils qui sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus proches du patient. Jean-Philippe, d'un point de vue startup, est-ce qu'il y a aussi des limites, des outils qui sont différents par rapport à une Big Pharma? Alors, je ne sais pas, merci, en tout cas, merci pour l'invitation. Je ne sais pas s'il y a des spécificités à la Big Pharma en soi ou pas, mais en revanche, je pense qu'il y a des enjeux technologiques et il y a des enjeux auxquels il faut répondre. Dans le système quand même des e-cohorts, il y a quand même de la collecte de données qui est organisée de façon longitudinale avec des gens qui vont être suivis. Et la donnée de santé, il faut quand même se rappeler que c'est une donnée sensible. On parle de gens, alors dans le modèle de Compare par exemple, où sont les patients qui rentrent leurs données, dans ce que nous on fait aussi chez Skesi, c'est le patient qui directement va aller téléverser ses données au fur et à mesure, mais même s'il y a de la connexion à d'autres outils pour aller chercher des données qui sont ailleurs dans d'autres grands jeux de données, il y a un moment donné, on doit réfléchir à la qualité de la structure technologique qu'on utilise pour stocker ces données, pour le flux de ces données. Et et nous c'est une grande réflexion qu'on a eue et que c'est un de nos chevaux de bataille, qui est on doit s'assurer de la sécurité des données et de la souveraineté, de pouvoir garantir la souveraineté de ces données. Parce que l'ensemble de tout ça doit pouvoir permettre de garantir une confiance auprès des utilisateurs. On parlait tout à l'heure d'attrition, du fait que les gens s'en vont de certaines cohortes et quand elles sont électroniques, c'est pas les mêmes, etc. C'est important de pouvoir garantir aux utilisateurs que ces données, elles vont être stockées en confiance avec des systèmes sécurisés et souverains. L'autre chose qu'il faut, technologiquement, sur laquelle il faut réfléchir, c'est que là, on parle de beaucoup de données qui sont, je dirais, presque des bases presque mortes. On parle du SNDS, par exemple, c'est des très jolies bases de données, mais rentrer dans le SNDS, ce n'est pas quelque chose de simple. Rentrer dans les données d'une cohorte, ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, il faut des outils qui soient efficaces pour les chercheurs, pour aller récupérer ces données-là et pour pouvoir les analyser, mais qui soient aussi des outils efficaces pour ceux qui vont aller collecter la donnée. Quand c'est les patients, il faut que pour les patients, ça soit simple et efficace pour eux. Quand c'est pour des ARC ou des techs, il faut avoir des outils simples et efficaces aussi pour aller récupérer ces données-là. Et ça décrit, je dirais, toute une roadmap technologique, pas que déjà pour Skesi, mais pas que pour Skesi, pour toutes les entreprises qui doivent naviguer autour de ces données et de ces e-cohortes. Je pense, Christophe, que vous êtes sur mute. Je comprends. Effectivement, on voit qu'il y a un intérêt, il y a un réel enjeu dans la matière de sécuriser les données et aussi de sécuriser aussi l'accessibilité à ces données, donc le stockage et l'accessibilité à ces données. On voit là apparaître le problème de réglementation. Cécile, peux-tu nous préciser les aspects réglementaires sur les e-cohortes, comment on gère tout ça? Oui, bien sûr, et bonjour, et merci pour votre invitation. Les e-cohorts s'inscrivent dans le cadre plus général du traitement des données. Donc, il n'y a pas de droit spécifique à la e-cohort. Je dirais que c'est le RGPD, la loi informatique et liberté, qui s'applique
en plein, de manière complète au regard de cette activité et qui aide à la structurer et à la sécuriser. Donc, on a les grands principes de la recherche en santé, de droit français aussi qui s'appliquent. Et puis, en fonction du sujet de l'étude, des réglementations plus sectorielles de type règlement sur les dispositifs médicaux ou essais cliniques en matière pharmaceutique. Donc voilà, donc il en ressort un certain nombre de principes de minimisation de traitement des données, de finalités éclairées et de finalités justifiées et qui sont portées à l'information de la personne, une information continue, un certain nombre de droits individuels qui peuvent être exercés. La réglementation, je dirais, dans sa genèse, accompagne ce type de démarche et la structure et aide à la sécuriser. Donc, en France, on a la CNIL qui est très prolixe dans les documents qu'elle peut générer pour aider les acteurs à structurer leur projet. C'est le cas notamment dans la recherche en santé. Et vous connaissez sans doute la distinction qui est faite entre les entrepôts de données de santé dans lesquels on peut aller piocher de la donnée pour mener des projets de recherche et les projets de recherche eux-mêmes. Tout ça s'encadre et doit se structurer sur le plan juridique, je dirais, dès l'origine, et l'entrepôt de données qui doit être constitué soit avec une autorisation, soit avec le consentement des personnes, et ensuite le projet de recherche qui doit être mené en tant que tel, avec une analyse d'impact, notamment une inscription au registre. Et tout ce qui relève de la MR 004 en matière d'études épidémiologiques doit être porté sur un registre qui est tenu par le Health Data Hub actuellement. Voilà. Donc, et puis, il y a le droit européen, en plus du RGPD. Je parlais des dispositifs médicaux, par exemple, avec ce règlement sur les dispositifs médicaux qui intègre ses propres règles en matière d'essais cliniques d'une manière générale et qui est venu modifier un peu le droit français en réclamant un consentement des personnes quel que soit l'objet de la recherche, alors que dans notre droit, jusqu'à maintenant, on faisait le distinguo entre les recherches avec consentement de la personne au sens du Code de la santé publique et les recherches sans nécessité de consentement. Donc tout ça s'interchoque, mais ça se met en place et le système accompagne. Et il y a un grand mouvement quand même qui est notable, et on y reviendra, je crois, plus tard, c'est cette tendance vers l'ouverture des données et le partage des données, que ce soit par les patients vers les industriels, vers les organisations publiques, que ce soit les industriels entre eux ou les industriels vers les organisations publiques, à un certain nombre de conditions, avec un arsenal juridique qui arrive là, au niveau européen, qui n'est pas encore figé, mais qui va vers l'open data, notamment dans le domaine de la santé. Je vous en reparlerai tout à l'heure, parce que c'est relativement complexe en termes de périmètre. Ce n'est pas tout ouvert, ça concerne un certain nombre de sources de données, et ça s'interchoque, et ça c'est important de l'avoir en tête, ça s'interchoque avec la protection des bases de données personnelles qui sont là pour inciter à l'investissement dans l'innovation. Donc pour l'instant, ça n'est pas encore figé, mais on pourra en reparler tout à l'heure. Merci Cécile. En fait, on comprend bien qu'il y a toute une construction qui est faite, qui est en cours d'un point de vue légal, d'un point de vue structurel, qui sont en cours au niveau européen, au niveau français. Le droit est complexe. Il y a aussi des limites une limite à l'utilisation de ces données, des problématiques d'accessibilité. D'un point de vue pharma, est-ce que, Ramon, Antoine, est-ce que vous considérez que c'est une limite complexe ou bien c'est quelque chose qui est en plein dans l'innovation?
Alors oui, c'est une limite qui est complexe et qui est en pleine innovation parce qu'on apprend tous les jours sur la manière dont les données peuvent être traitées et comment faire de l'analyse secondaire sur des données de patients. Donc bien sûr, ça a été évoqué avec les consentements, mais les consentements doivent évoluer aussi avec le temps en fonction du type d'analyse et des chaînages de données qu'on peut faire. On évoquait tout à l'heure les différentes sources de données. Combiner différentes sources, c'est déjà techniquement compliqué et d'un point de vue légal aussi complexe à comprendre et à faire évoluer. Donc, on travaille beaucoup avec des équipes expertes dans ce domaine-là pour bien définir quelles sont les limites auxquelles il ne faut pas aller et surtout arriver à avoir des activités qui soient en complète transparence. Donc, on évoquait tout à l'heure l'importance des infrastructures. Donc, il y a des enjeux techniques sur la manière dont on peut faciliter l'agrégation des données, leur utilisation et puis la génération d'évidence. Mais il y a aussi des enjeux plus de conformité sur la traçabilité et l'aptitude de ces infrastructures à pouvoir rejouer des sets de données qui évoluent tout au long du temps parce que les cohortes s'enrichissent. On a parlé d'attrition, donc il y a des données, des variables qu'on est capable de récupérer à un temps, à une période, mais pas à une autre, et tout ça évolue. Et la législation est absolument essentielle, effectivement, pour qu'on puisse comprendre le cadre dans lequel on doit évoluer. Donc, c'est effectivement quelque chose qu'il faut prendre en compte. On voit aussi une relation qui est en train de changer sur les aspects entre le praticien, le patient, les associations de patients qui sont maintenant moteurs dans ce type de démarche. Jean-Philippe, Philippe, Béatrice, d'un point de vue patient et praticien, est-ce que vous voyez des choses à changer dans la réglementation, des limites qui seraient importantes? On laisse peut-être Béatrice d'abord. Je veux bien intervenir parce que c'était très, très intéressant la partie précédente. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, mon choix, avant d'aller, parce que je suis inscrite sur Compare, évidemment, je participe à la recherche en tant que patiente. Et mon choix s'est porté sur Compare, justement, par rapport au sujet que vous évoquiez précédemment, c'est-à-dire au niveau des données et surtout de la réglementation. Aujourd'hui, on voit énormément de projets qui se créent, qui sont certainement des projets extrêmement intéressants, mais qui sont financés par des industriels, qui ne sont pas en fait de façon transparente. Donc ces collaborations ne sont pas transparentes, c'est-à-dire qu'on voit des projets qui s'ouvrent, on a envie d'y participer, et en fait le modèle économique, c'est de revendre en fait les données qui sont récoltées aux professionnels qui le souhaitent. Et ça, il y en a beaucoup, je ne vais pas les nommer, je pense qu'on les connaît tous autour de l'écran. Et moi, pour Compare, ce qui m'a énormément rassurée, c'était cette transparence déjà, le fait de faire des études scientifiques, qui est un consentement. Quand on commence à remplir des questionnaires sur Compare, on a un consentement à remplir. Et aussi le fait de suivre les résultats. C'est-à-dire qu'en tant que patiente, je sais à quoi va servir l'étude. Et voire même parfois, puisque l'association dans laquelle je suis participe au comité scientifique, on est même parfois à l'initiative de certains sujets. Donc déjà, pour commencer, voilà, cette partie, entre guillemets, de régulation qui est très importante pour moi quand on utilise des données et de penser dès le début sur un projet tel que les e-cohortes, de sécuriser effectivement non seulement les flux, mais aussi la façon dont on va demander le consentement, la façon dont on va utiliser les données des personnes. Et ça, c'est pour moi, c'est pour ça que j'ai choisi Compare, proche de la PHP. Et voilà. Donc ça, c'était une première chose que je voulais dire. Ensuite, dans la relation soignant-soigné, il y a beaucoup de choses qui ont changé grâce à Internet. Et notamment, aujourd'hui, le patient est mieux informé, de sorte qu'il peut échanger de façon équilibrée avec son praticien. Et la preuve en est, c'est que je suis juste parmi vous aujourd'hui en train de parler de sujets qui sont probablement, il y a quelques années auparavant, vous n'auriez peut-être même pas invité ni une association ni une patiente pour échanger avec vous, puisque vous êtes tous autour de l'écran extrêmement qualifiés dans le milieu de la santé et de la recherche.
Donc déjà, ce paradigme a changé, ce qui permet de devenir acteur finalement, de pouvoir consentir à participer à un projet de recherche en tant que patient ou en tant qu'association. Et donc ça, pour moi, c'est très important. C'est une évolution extrêmement positive. Et c'est aussi pour les associations une opportunité de participer en fait à l'amélioration des parcours de soins. Et ça, d'une façon extrêmement innovante. Donc ça, je sais que les associations participent. Il y a beaucoup d'associations qui participent depuis très longtemps à la recherche. On connaît tous les fameux téléthons, les dons qui sont faits par les associations à la recherche. Mais disons que l'e-cohorte, participer à une e-cohorte en tant que patient ou en tant qu'association, eh bien, c'est pour moi une façon de participer, en tout cas, à l'innovation en améliorant les parcours de soins grâce aux données qui viennent des patients et parfois des sujets même qui viennent des patients. Donc, je vais m'arrêter là, je vais laisser parler Jean-Philippe, du coup. Merci. Merci Béatrice. Moi, je partage évidemment complètement ton constat. Ce qu'amènent les e-cohortes par rapport à une cohorte classique, à mon avis, c'est la fluidité. C'est exactement ce que disait Béatrice, c'est-à-dire que à mon sens, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide dans la relation entre le chercheur et les patients, puisque le moyen, le média électronique permet de collecter un consentement plus rapidement, d'adapter ce consentement au fur et à mesure des différentes recherches qu'il va y avoir, mais aussi de retourner vers le patient et de lui redonner de l'information qu'il va pouvoir stocker, réfléchir, digérer, avoir différents temps, plutôt que d'attendre d'avoir les moments où on va avoir les visites préprogrammées dans la cohorte habituelle. Mais Christophe posait la question de ce qu'il faudrait faire évoluer dans la législation à l'heure actuelle. Je pense que justement là, il y a un sujet, il y a un vrai sujet. Enfin, il y en a deux même que je vois. Le premier, c'est celui du e-consentement. À l'heure actuelle, la question du e-consentement, on entend à peu près tout et n'importe quoi sur le sujet. Évidemment, pour les études interventionnelles randomisées dans lesquelles il va falloir, les gens vont faire la chirurgie ou pas la chirurgie, etc., ça devient compliqué de faire un e-consentement uniquement en ligne. Mais pour des études de cohorte sur des questionnaires avec des patients comme on a dans Compare ou comme on fait chez Skesi, il n'y a aucune raison qu'on ait besoin de faire déplacer un patient pour qu'il soit en contact avec un médecin pour aller signer un papier, pour aller après derrière transmettre ces données régulièrement de façon dématérialisée. Donc là, la réglementation sur le sujet n'est pas hyper claire, et ce qui fait qu'il y a des interprétations qui sont parfois un peu douteuses sur le sujet, alors que ça pose, à mon avis, très peu de problèmes. La deuxième question, c'est le retour vers les patients. Quelle est l'information, quel est le niveau d'information qu'on peut ou qu'on doit donner aux patients qui participent? Très clairement, ce que disait Béatrice, et elle a raison, les gens ils vont participer par un côté de j'ai envie de participer à quelque chose de plus grand que moi qui est la recherche, mais j'ai aussi envie d'avoir de l'information et quelque part d'avoir la primeur de la nouveauté de l'information qui va y avoir, qui va être générée grâce à ma participation. En gros, je participe à une étude sur la qualité de vie, j'utilise une échelle de mesure de ma qualité de vie, je veux avoir le retour de mesure sur ma qualité de vie. Pas de souci, ça je pense que tout le monde serait d'accord pour ça. Je participe à quelque chose sur la dépression ou sur le risque suicidaire. Il y a une échelle. Cette échelle va permettre de mesurer un risque suicidaire. Est-ce qu'on fait un retour vers le patient? Je pense que ça, c'est quelque chose qui pose une question éthique et réglementaire. Et ça, c'est des choses qui sont encore un peu, à mon avis, un peu floues. Mais peut-être que Philippe, vous avez plus de détails sur tout ça. Pour être franc, je pense qu'effectivement, ça doit être défini dans toute étude, mais que ce n'est pas forcément si différent que ça pour n'importe quelle étude observationnelle ou interventionnelle et pour les e-cohortes, quoi. En fait, c'est des sujets plus larges qu'on se pose en permanence. C'est-à-dire que est-ce qu'on va transmettre l'information aux patients sur des choses qui sont découvertes dans un essai clinique? C'est un vrai sujet, quoi. C'est un vrai sujet et qui n'est pas forcément simple à gérer, en particulier parce que transmettre de l'information sans explication, c'est très compliqué, enfin, etc., etc. Et puis, ça peut modifier les comportements des gens. Donc, parfois, on est dans un cadre où, au contraire, on dit, voilà, on choisit, et le comité d'éthique, le CPP, est d'accord avec ça, de ne pas transmettre d'informations pendant la durée de l'essai, de ne transmettre des informations qu'après la fin de l'essai, par exemple. Bon, ça peut être
voilà, des choses de ce type. Il y a assez rarement des informations, puisque dans les e-cohorts, elles viennent directement des patients, qu'on devrait ne pas lui transmettre ou lui cacher, puisque bon, voilà, toutes les informations, ou la très grande majorité des informations qu'on a viennent de lui-même, quoi. Donc voilà, j'ai pas plus j'ai pas de réponse géniale sur ce point. On note aussi juste un point important. Ce que je note, c'est qu'effectivement, il y a avec les e-cohorts une modification de la relation patient-praticien. On voit qu'il y a une relation directe, une petite directe avec des données qui ne sont pas nécessairement, qui ne passent pas nécessairement par le praticien. Une relation directe entre la collecte de données et le patient lui-même, sans nécessairement passer par le praticien. Quelle est votre vision des choses par rapport à ça? Est-ce que vous avez dit qu'effectivement, il y a un problème d'explicabilité des données quand on les donne aux personnes qui participent au e-cohort? Est-ce que c'est des choses qui doivent être travaillées? Comment vous voyez la position du praticien dans une e-cohort? Alors, moi, je dirais que dans un certain nombre de sujets, on sait que c'est très important d'avoir un lien direct avec le malade sans passer par le praticien, ou sans passer par, si ce n'est même le praticien, mais par quelqu'un qu'on voit en face-face, parce que c'est beaucoup plus facile de s'exprimer devant un ordinateur sur des sujets comme les addictions, la sexualité, ou bien quand on a une maladie qui n'est pas une maladie considérée comme, entre guillemets, c'est horrible de dire ça, mais suffisamment noble, etc. Quand c'est des maladies qui sont considérées parfois comme psychosomatiques, etc., les gens n'osent plus s'exprimer. Donc s'exprimer directement devant un ordinateur, c'est beaucoup plus facile pour les patients dans un certain nombre de circonstances que de s'exprimer vis-à-vis d'un enquêteur ou vis-à-vis d'un médecin qui va lui poser des questions. Donc ça, c'est ce que… Voilà. Et puis de temps en temps aussi, il y a ce que j'ai appelé le biais de désirabilité sociale. Voilà, on répond plus facilement de manière honnête à un ordinateur qu'à un enquêteur si, je sais pas, on boit 1 litre de vin par jour ou qu'on fume, enfin, etc., quoi. Je veux dire, c'est plus simple de répondre honnêtement, et ça a déjà été montré 15 fois, si on répond à un questionnaire électronique que si on répond à un enquêteur qu'on a en face de soi. Et si je peux me permettre, moi je suis aussi médecin et je vois pas mal de patients. Il y a aussi des temps différents pour que les gens puissent répondre. S'il y a un temps qui est dédié, même pour une enquête, même pour une étude en particulier ou pour un temps de visite, et que vous demandez aux gens de pouvoir remplir, vous collecter certaines données, par exemple, vous voulez leur demander quelles sont leurs activités physiques habituelles, etc. Vous avez la possibilité dans la version digitale que les gens puissent la remplir, le corriger, le compléter et l'augmenter aussi au fur et à mesure. Alors que si vous avez une visite, un temps spécifique, un rendez-vous avec un enquêteur, etc., il faut que les gens y aient pensé suffisamment à temps pour pouvoir donner la bonne information au bon moment. Alors qu'avec le digital, ça vous permet d'avoir plein de possibilités, notamment le fait que les gens puissent corriger leurs données, augmenter leurs données et quelque part, vous pouvez les suivre au plus près de ce qu'ils font tous les jours. Si je peux compléter, Christophe, ça vous intéressera sans doute de savoir que la réglementation à venir au niveau européen va accélérer ce processus de collecte de données. Alors, va s'adresser à des objets connectés qui fonctionnent, donc tangibles, hein, c'est l'IoT avec des services numériques, mais la collecte se fera de manière assez intense, à tel point qu'elle se fera même quand l'IoT sera en veille ou éteint. Et donc, il va y avoir un certain nombre de conditions d'accès, de partage. Les personnes, les usagers, donc patients par exemple,
vont pouvoir exiger l'accès aux données générées par ces objets. Et il y a des conditions qui vont être posées. Donc ça, c'est le Data Act, qui est un texte qui est encore en gestation. Hein. Sa première version date de février de cette année. Il n'y a pas encore de version définitive, mais on voit complètement le vent de l'histoire. Il va y avoir des conditions d'accès, parfois de rémunération, mais pas toujours. C'est plutôt pour les toutes petites sociétés pour permettre d'absorber en fait ce partage un peu forcé. Il va y avoir un certain nombre de conditions d'accès et d'obligations de partage par les entreprises qui seront éditrices, exploitantes de ces IoT. Et la santé est le premier exemple de mise en œuvre en fait de ce phénomène, puisqu'on a, là je vous parle du Data Act, dont vous avez peut-être entendu parler, qui fonctionne avec le Data Governance Act, qui lui est maintenant définitif depuis le mois depuis cet été et qui entrera en application en septembre de l'année prochaine, et qui fournit une structure, des conditions d'accès, une notion de plateforme, notamment de plateforme altruiste de partage de données, avec un mécanisme aussi d'interopérabilité, de sécurité. Donc, on parlait tout à l'heure de patients qui étaient plus à même de confier une plateforme non lucrative des données qu'à un industriel dont on pourrait avoir peur qui sorte de la valeur en fait grâce aux données. Eh bien, ces plateformes altruistes vont être promues, vont être soutenues au niveau européen. Donc ça, c'est je dirais une infrastructure juridique nouvelle qui est tout secteur. Et on a désormais un premier projet pilote de texte et aussi sur le terrain, sur la santé, puisqu'on a un espace européen des données de santé qui se construit aujourd'hui et qui donne lieu à une proposition de règlement européen. Donc c'est encore un autre texte qui date du mois de mai de cette année et qui est aussi en gestation et qui va fortement inciter au partage, à l'accès facilité et au partage des données pour un usage primaire et secondaire éthique et sécurisé entre les différents acteurs. Et c'est là qu'on a parlé ensemble, Christophe, de cette confrontation entre ce partage, cette open data pour les besoins de l'innovation et en même temps la nécessité de protéger l'investissement dans l'innovation par les entreprises privées notamment. Et il y a un article du Data Act qui fait beaucoup parler de lui dans le monde juridique actuellement, et pas que dans le monde juridique, parce qu'il dit de façon très claire que pour favoriser ce partage de données par l'IoT connecté, on met de côté le droit sui generis de producteur de bases de données, qui est un des outils de propriété intellectuelle qui découle du droit européen, qui est en vigueur notamment en France, et qui permet de protéger l'investissement dans la construction de bases de données. Et bien là, cet article 35, qui est un projet, encore une fois, Data Act, qui est un projet, dit ce droit sui generis de producteur de bases de données, on n'en tient pas compte, on fait prévaloir l'obligation d'ouverture des bases pour mettre en œuvre l'innovation et la souveraineté en Europe. Et j'ai récolté quelques chiffres. La Commission européenne a un espoir que ces mesures génèrent 7 à 11 milliards de valeurs par an au titre du seul échange de données. C'est assez impressionnant. Et en parallèle, 120 milliards d'économies par an dans le seul secteur de la santé. Ces chiffres-là s'appliquent que pour la santé. Donc, il y a une notion de souveraineté économique, souveraineté numérique très forte qui est recherchée pour l'Europe par l'ensemble de ces outils. Et je précise qu'il s'agit des données personnelles et non personnelles. Donc, c'est tout le marché numérique dans son ensemble qui est appréhendé. Donc, on comprend bien qu'il y a une volonté et législative et des acteurs pour partager ces données, une volonté de partage de façon éthique et transparente. D'un autre côté, on voit l'ambiguïté que ça peut avoir avec des collectes de données par des industriels. C'est une question que je porte à tous. Voyez-vous des limites dans ces aspects où la donnée serait plutôt une valeur collective et partagée,
et quelles seraient les possibilités en matière de modèle économique si ces données qui sont partagées par tous et sont donc utilisables par n'importe quelle entité privée. Moi, si je peux intervenir, déjà à la base, les données, elles viennent de santé, entre guillemets. Enfin, si on reprend elles viennent des patients, on est d'accord. Enfin, je pense que moi, ce qui m'interpelle dans cet échange sur, effectivement, alors évidemment, l'open data, je trouve ça génial. Mais par exemple, en ce qui concerne l'IoT, souvent, les personnes, quand elles doivent, par exemple, recueillir des données à domicile sur des objets où il faut qu'elles entrent elles-mêmes leurs données, c'est quand même quelque chose de très particulier et ça peut à la longue être complètement chronophage. Donc surtout si on fait une observation de données. Alors là, vous disiez que les données seraient comment dire, collectées hors connexion, justement. Mais alors, qu'en est-il finalement du droit individuel des personnes qui vont donner ces données-là? Et est-ce qu'elles sont prises en compte, par exemple, en ce qui concerne les législations? Est-ce qu'elles sont prises en compte dans les échanges, dans tout ce qui est justement discussion autour de ces sujets? C'est quelque chose qui m'interpelle, en fait. C'est une question que je vous pose, en fait. Oui, bah ça, évidemment, ça interpelle, mais ça interpelle aussi les jurys, si je peux préciser ce point-là. Il n'est pas question par ces nouveaux outils juridiques d'oublier le RGPD. Donc le RGPD en matière de données personnelles et de droits individuels va toujours jouer à plein, comme le RGPD va devoir s'imposer dans le cadre de l'IA Act, etc. etc. Simplement, il va falloir aménager en fait ces flux de données et protéger la personne, mais aussi l'inciter au partage. Pour l'instant, j'avoue que d'abord, ce sont des outils juridiques qui ne sont pas très intuitifs, parce que peut-être ça va vous étonner, mais dans la pratique juridique, la créativité, l'intuition, elle est très importante pour aider à naviguer et à faire sien en fait le matériel juridique pour après le rendre concret et rédiger des accords et mener des projets. Et ces documents-là, ces outils-là, ne sont pas d'entrée de jeu n'incitent pas d'entrée de jeu à l'intuition juridique qui se construit au fur et à mesure des années, je dirais, de pratique. Mais là, moi, j'en ai maintenant quelques-unes des années et voilà, je me dis que ça va être compliqué pour les entreprises de mettre ça en place. En plus, il y a une pluralité de textes. Et puis, il y a des conditions, il y a des exceptions. Alors, je peux vous garantir, mais ça, c'est comment dire, le législateur européen, forcément, va faire jouer à plein le RGPD. Par contre, ce vers quoi on va, c'est un essai d'harmonisation du RGPD en Europe, parce que c'est beau être un règlement, il y a plus de 50 zones de dérogation qui ont été laissées dans le RGPD, ce qui fait que les États membres, pas tous, mais un certain nombre ont eu leurs propres règles spécifiques nationales. Donc, c'est-à-dire quand on mène des projets, il faut regarder en Italie, il faut regarder en France, etc. Et pour les besoins du partage de données et du soutien à cette réutilisation des données, soutien à l'innovation grâce à la donnée, il y a une volonté au niveau européen d'essayer d'harmoniser un peu plus l'application du RGPD. Donc ça amènera une bonne nouvelle, mais ce qu'il y a sûr, c'est que le consentement, la protection des droits d'accès, etc., ça va continuer de jouer. Et je vous disais qu'il y avait c'était assez complexe parce qu'il y a aussi des exceptions. Par exemple, dans le texte actuel, les IoT qui consistent simplement en une lecture d'informations, type un téléphone, les smartphones ne seront pas compris dans les IoT qui seront soumises au droit d'accès et à l'obligation de partage. Donc voilà, ça c'est un document qui va évoluer, mais on se demande pourquoi se priver des smartphones qui sont très interactifs et qui permettent à un certain nombre d'usagers de participer à l'innovation en partageant leurs données. Alors c'est vrai que c'est assez intrusif aussi de capter l'information par le téléphone, donc c'est la raison essentielle du fait d'exclure, mais c'est une source de données aussi qu'on va exclure. Donc ça répond peut-être à votre point qui était de dire, si je comprends bien, au secours, je ne veux pas qu'on prenne mes données sans que je sois en maîtrise. Il y a certains
certains équipements qui sont assez personnels, assez intrusifs, qui seront exclus a priori du champ de ce partage un peu forcé. Par contre, il y a beaucoup d'équipements connectés qu'on peut imaginer et qui vont contribuer. Je vous parle des radiateurs connectés. Voilà. Enfin, tout n'est pas téléphone et tout n'est pas tablette. Il y a énormément de choses connectées possibles tout autour. Nous, on travaille justement sur, par exemple, les brassards attention connectés. Typiquement, prenez une maladie aussi fréquente que l'hypertension artérielle, qui est quand même un fardeau énorme pour la société. Une des questions, c'est l'équilibre de l'attention, la surveillance de l'attention, etc. Et c'est un fardeau pour les patients si on doit leur demander régulièrement de rentrer eux-mêmes à la main le chiffre qu'ils ont dans un appareil. Ouais, c'est ça. Donc ça, évidemment, il y a des outils pour ça. Mais en fait, je pense depuis que je suis dans ce milieu de la e-santé et de la santé, que le terme données de santé, grande collecte de données de santé, big data, etc., c'est à la fois ça fait fantasmer, on a l'impression qu'on va découvrir énormément de choses grâce à tout ça, et c'est vrai, et à la fois ça rend peur, parce que ça fait peur, parce qu'on se dit, oh là là, il va y avoir Big Brother derrière qui va pouvoir nous réidentifier, etc. Et on a la chance, je pense, maintenant d'avoir une réglementation qui protège les individus et des industriels qui ont quand même développé beaucoup d'outils qui permettent d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair. Je pense que le secret, alors je ne le détiens pas, il n'est pas de moi, mais c'est d'avoir constamment de la transparence et de la clarté sur ce qui se fait. C'est-à-dire, quelles sont les données qui sont collectées et à quoi elles vont servir. Et l'outil numérique et l'outil de contact avec les patients, c'est de leur expliquer très clairement qu'est-ce qu'on fait de vos données, où elles vont, où elles sont stockées. Et je pense qu'une fois elles sont revendues à qui ? Je pense que plus on est clair, plus on aura de l'adhésion aux projets, aux différents projets, et plus on pourra accélérer tout ça. Et c'est juste un changement, je pense, de paradigme et de façon de fonctionner, de se dire, voilà, on n'est pas tout le temps dans un énorme secret industriel ou dans un énorme secret de la recherche. Voilà, on a besoin de telles données, vous les avez, elles vont servir à ça, ça va permettre de faire des publications, de faire de la R&D pour tel ou tel produit. Et je pense que même les patients, enfin Béatrice, tu me corrigeras si je me trompe, mais seraient prêts à partager, même en sachant que ça va permettre de développer un nouveau médicament dans ça, un nouveau dispositif médical dans tel endroit, etc. Ça fait partie de l'innovation. Oui, carrément. Il y a une étude de France Asso Santé, qui est une fédération d'associations de patients qui a étudié justement les Français et la santé. Et il y a 65% des Français qui sont OK pour partager leurs données. Et aussi, encore plus dans les personnes qui sont concernées par les maladies rénales, c'est 70%. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une envie déjà de pouvoir améliorer finalement son propre parcours, mais le parcours des patients qui sont touchés par une maladie rénale, et puis aussi d'être un petit peu acteur. Et la confiance, en fait, qui est très importante, je pense qu'elle est acquise justement avec la transparence dont parlait Jean-Philippe tout à l'heure, puisqu'en fait, à partir du moment où on sait à quoi ça va servir et qu'on participe, en fait, c'est un petit peu ça, c'est la recherche participative. Ça incite vraiment grandement à pouvoir participer. Et puis, c'est vrai que sur des parcours longs, comme les maladies chroniques, on peut effectivement avoir des creux, mais revenir, puisqu'on est inscrit. Une fois qu'on est inscrit dans ce programme, on peut effectivement prendre le temps de répondre et d'être actif. Et puis parfois, quand on peut pas, on sera pas du tout, on nous en tient par rigueur, justement parce que c'est une e-cohorte et qu'il y a d'autres patients qui font le job à notre place ou avec nous. Donc du coup, il y a vraiment, je pense, un vrai engouement, aussi bien pour les patients que pour les associations, de pouvoir être actifs au sein de ces projets. Donc, voilà. Merci Béatrice. On voit qu'effectivement, il y a une volonté générale de participer de la part des patients, de la part des associations de patients, une volonté qui est moteur dans cet aspect-là. Les e-cohortes, si on comprend bien, c'est bien des outils électroniques, mais aussi une cohorte, un ensemble de gens qui travaillent ensemble, y compris les patients qui sont les principaux interlocuteurs et qui ont pour volonté de pouvoir
mieux gérer et créer de l'innovation. Anne-Florence, comment tu vois d'un point de vue APHP l'innovation, ces e-cohorts, c'est quelque chose qui a un moteur principal? Oui, ben on l'a vu, c'est la possibilité d'avoir déjà de nouvelles données rentrées directement par les patients. Donc, on a vu comment ça modifiait effectivement le rapport entre les patients et les malades. Donc, c'est à prendre en compte, ça modifie, ça modifie effectivement ce rapport-là. Ça implique les patients dans leur maladie. Ça les fait participer, proposer de nouvelles idées. On a vu en quoi c'était positif qu'ils s'impliquent. Ça permet de nouvelles méthodologies d'études. Ça permet de mettre en place, donc Philippe Raveau l'a montré, de nouvelles études avec des coûts moindres mais en prenant quand même en compte les coûts d'infrastructure qui ne sont pas négligeables. Donc, il faut l'intégrer dans les futures études, et ça, ce n'est pas encore complètement intégré dans les études académiques. Mais on a vu effectivement les perspectives réglementaires qui se profilent avec l'open data, qui vont aussi peut-être modifier l'avenir sur ces nouvelles cohortes. Donc, en tout cas, on a vu tous les apports positifs de ces nouveaux outils, que ce soit en termes d'outils et de nouvelles pratiques et de nouvelles méthodologies. Donc, je crois que c'est très intéressant. Je voudrais remercier tous les participants pour cette table ronde. C'était très intéressant. Donc, merci à Anne-Florence. On voit effectivement que tout ça est en plein chantier à différents niveaux, une volonté de tous de participer. Donc, je vous propose de prendre une question. C'est une question destinée à Cécile. Les nouvelles règles incluent-ils la possibilité des patients à monétiser leurs données de santé? Réponse non. On a toujours le principe d'interdiction de cession, en tout cas à titre onéreux des données de santé. Et ça, c'est dans le Code de la santé publique. Ça a été confirmé relativement récemment. C'est dans le giron des articles sur l'hébergement de données de santé. On ne peut pas monétiser au sens tirer une valeur financière en fait du transfert de ces données. C'est pénalement sanctionné. Et ça, c'est très clair. Après, on ne trouve pas cette typologie d'articles aussi fermement et précisément rédigée dans d'autres législations, en tout cas pas nécessairement. Mais par contre, ce qui découle du RGPD, c'est que la donnée personnelle, d'une manière générale, donc la donnée de santé notamment, c'est pas une donnée, c'est pas un bien du commerce en fait, c'est une extension du corps humain. C'est comme ça qu'on la considère cette donnée, et du coup, c'est la personne elle-même qui a le contrôle. Et donc peut partager, peut circuler. Après, c'est un concept juridique et vous allez me trouver hypocrite, ou en tout cas, le concept est peut-être hypocrite parce qu'il y a beaucoup de valeur qui est tirée de la donnée personnelle tous les jours par des vendeurs de base. En tout cas, le principe d'interdiction est pénalement sanctionné, touche la donnée personnelle de santé, et c'est clairement écrit dans le Code de la santé publique et réaffirmé. Donc, monétiser, après, qu'est-ce qu'on entend par monétiser ? Si c'est avoir accès à des données en retour sur le résultat d'une recherche, sur un récapitulatif des données qui vous concernent, etc., c'est une forme de valeur tirée par la personne, mais ce n'est pas de l'argent que vous touchez, ça c'est strictement interdit. Merci Cécile. J'ai une question sur ces aspects d'anonymisation, de pseudonymisation. Certaines données, comme les données génomiques ou génétiques, sont difficiles à anonymiser. Est-ce que ça limitera cette possibilité d'échange? Et dans quelle mesure on pourrait créer des limites du fait de l'ambiguïté entre le partage et le côté RGPD? C'est pour moi la question, Christophe? Oui. D'accord, ok, pardon. Je dirais que tout dépend de l'objet de la recherche qui fait l'objet de la e-cohort, parce que dans certains cas, on peut se contenter, et ça fonctionnera très bien, de données anonymes. Anonyme, c'est vraiment, on ne peut pas retrouver la personne.
Et dans certains autres cas, on a besoin d'une certaine profondeur de détail qui fait que ça reste de la donnée personnelle. Une donnée extrêmement pseudonymisée, chiffrée, cryptée, etc., elle peut rester personnelle. Et plus ça va, et plus les autorités de contrôle considèrent que l'anonymisation en tant que telle est devenue très difficile à qualifier. Aujourd'hui, on dispose d'un guide en fait, qui commence à vraiment dater, qui émane de l'ancien groupe de travail qui a précédé ce qu'on appelle le CEPD, donc la CNIL européenne, si on peut dire, qui a maintenant une personnalité morale. Avant ça, il y avait un groupe de travail qui a émis donc ça date d'avant le RGPD, qui a émis un guide en fait pour aider les sociétés à anonymiser. Ça, c'est en cours d'évolution. Pour l'instant, on n'a toujours pas la mise à jour. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que des autorités de protection comme la CNIL sont très frileuses à reconnaître une vraie anonymisation. Cela dit, moi, sur le terrain, j'ai vu plusieurs fois la CNIL autoriser et reconnaître que l'anonymisation était qualifiée. Donc, ce n'est pas quelque chose qui reste théorique. Simplement, à la clé, il y a eu de nombreux débats techniques aller-retour avec la CNIL pour qualifier le processus. C'était des débats extrêmement techniques et scientifiques, en fait, beaucoup plus que juridiques. Voilà, c'est informatique, technique et scientifique plus que juridique. Donc, tout dépend des contextes. Parfois, l'anonymisation est très bien et on peut faire beaucoup de choses avec des données anonymisées, et parfois, ça ne se prête pas à la recherche. Donc, tout dépend du contexte, je dirais. Merci Cécile. Je constate que le débat ne fait que commencer, que les choses ne font que commencer d'un point de vue législatif, d'un point de vue technique, d'un point de vue relation patient. On est tous autour de cette table convaincus que les e-courts sont en train de changer beaucoup de choses. Les relations patients, les relations praticiens-patients, le point de vue juridique. C'est une véritable peut-être révolution dans la façon dont on conçoit la santé de tous. Donc, un grand merci à tous pour votre participation. Et je laisse la main à Alexandre pour le petit mot de conclusion. Merci Christophe et merci à tous pour votre participation. C'était très intéressant. S'il y a une dernière question, peut-être on peut la prendre, mais en tout cas, merci à tous d'avoir participé aujourd'hui et d'être restés jusqu'au bout pour notre présentation. Donc, je vous confirme bien qu'on pourra vous envoyer les slides de la présentation de Philippe par la suite, et donc vous recevrez le replay également suite à cet atelier. Merci à tous en tout cas d'être là, et bonne journée, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt. Bonsoir à tous. Merci. Au revoir.